comme vous voyez ici, dans les réseaux électriques. Donc, il essaye de voir comment on peut utiliser dans ce domaine-là. Donc, je pense qu'il va pouvoir beaucoup mieux que moi en parler en détail. Donc, voilà, je vous laisse la parole. Et après, on a toujours, comme toujours, une session de questions et réponses et discussions. Ok. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous d'être présents si nombreux pour discuter d'IA, donc d'intelligence artificielle, et de ses applications au sein du secteur énergétique et en particulier plutôt du secteur électrique, vu que c'est de là que je viens. Alors, comme Tom l'a dit, donc, je suis chercheur dans le domaine du génie électrique. Alors, je ne me qualifie pas comme un spécialiste de l'intelligence artificielle, mais plutôt comme un utilisateur, je vais dire, éclairé des algorithmes qui sont afférents. Et donc, c'est un petit peu ce retour d'expérience-là que je vais essayer de vous donner aujourd'hui. Donc, comment est-ce qu'on peut utiliser du machine learning dans le domaine du réseau électrique. Alors, voici le plan de la présentation. Je vois que l'audience est assez large aujourd'hui, donc ma présentation va être assez large également. Je vais commencer peut-être par quelques définitions qui sont peut-être obsolètes pour vous, ou obsolètes, en tout cas superflues pardon, pour vous, mais qui sont à mon sens intéressantes parce que dans mon domaine, en tout cas, pas mal de gens utilisent les termes intelligence artificielle, machine learning, deep learning de manière interchangeable. Et donc il y a des nuances qui sont somme toute assez importantes. Et donc on passera quelques minutes au début pour discuter de ça. Et ce qui m'amènera ensuite au machine learning, parce que comme vous allez le voir, la plupart des applications qui existent aujourd'hui dans le domaine, dans le secteur électrique de l'IA relèvent plutôt du machine learning ou de l'apprentissage automatique. Et donc on va d'abord commencer par s'intéresser au pourquoi. Pourquoi du machine learning maintenant? Pourquoi il n'y a pas 30 ans et pourquoi il n'y a pas 40 ans au niveau du système électrique? Et ensuite, en fonction du temps que j'aurai, de la manière de mon éloquence du jour, je m'attarderai sur plusieurs applications qui pourraient vous intéresser. Alors, qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Donc il y a pas mal de gens qui se sont essayés à la définir, des gens plus malins que moi en tout cas, et il y a pas mal de définitions qui ressortent de cela, hein, et donc ils peuvent être catégorisés selon deux axes, hein, comme vous pouvez le voir, donc on a 4 cadrans. On peut définir l'intelligence artificielle selon que la machine essaye de penser ou d'agir, première différenciation, première catégorisation de l'intelligence artificielle. Et on peut également, selon l'autre axe, on peut également caractériser l'intelligence artificielle selon que l'on pense ou que l'on agisse de manière humaine ou rationnelle. Et ce n'est pas toujours la même chose. Et au niveau de la rationalité, c'est un critère qui est relativement intéressant dans ce cas-ci, parce qu'on définit la rationalité au sens d'une mesure de performance, qui dans le cas des systèmes électriques, et surtout dans le cas des systèmes électriques aujourd'hui qui sont libéralisés, la mesure de performance est souvent un critère économique, quoi, comme j'en parlerai par après. Et donc, la définition d'intelligence artificielle que je vais retenir aujourd'hui, ce qui n'est pas la seule, hein, mais que je vais retenir et qui s'applique à mon sens en tout cas le mieux au niveau du secteur électrique, c'est celle qui est en bas à droite, hein, qui définit un système d'intelligence artificielle comme un système, un agent qui va agir de manière rationnelle et qui se fonde sur la notion de ce qu'on appelle les agents intelligents, comme vous pouvez le voir ici. Et donc là, vous avez une représentation simplifiée, il y a moyen de faire beaucoup plus complexe à mon sens, une représentation simplifiée d'un agent intelligent, hein, qui, comme vous pouvez le voir sur le dessus, donc il y a tout le domaine de l'agent qui est sur le dessus de mon slide et tout l'environnement qui est autour de l'agent qui est dans le bas de mon slide. Alors dans le cas du secteur électrique, l'environnement, ça peut être quoi? C'est votre réseau électrique, par exemple. Ça peut être le réseau électrique. Ça peut être une maison, ça peut être pas mal de choses. Et donc, la clé, c'est qu'un agent intelligent se définit comme un agent qui va interagir avec son environnement. Donc interagir, qui va dans un premier temps recevoir des stimuli de son environnement, donc des mesures. Mesures, par exemple, au travers de capteurs. Okay. Donc, première chose, donc, ce que vous pouvez voir à la gauche du slide. Et ces mesures, qu'est-ce qu'il va en faire? Il va essayer d'apprendre quelque chose à partir de ces mesures. Et là, c'est la petite boîte au centre avec un point d'interrogation qui regroupe pas mal de choses. Et donc, à partir de ces stimuli du monde extérieur, de son environnement, l'agent va essayer d'apprendre quelque chose. Ça relève du machine learning. Il va créer de la nouvelle connaissance. Et donc, cette connaissance, il faut la stocker, il faut la représenter. Donc, il y a toutes les disciplines qui relèvent de la représentation de la connaissance qui sont concernées également par l'IA, à mon sens. Et une fois qu'on a de ces connaissances, à partir de ces connaissances, l'agent va essayer de prendre une décision. Alors une décision, ça peut être pas mal de choses, hein. Par exemple, dans le cas d'un système électrique, ça va être quelles ressources énergétiques je vais dispatcher à quel instant. Ça peut être ce genre de décision dans le cas du système électrique, et je donnerai des exemples par après.
Donc pas mal de choses qui sont concernées par l'IA, et au-delà de cela, une fois que la décision est prise, il faut l'appliquer encore. Donc il faut encore l'appliquer au niveau du monde qui entoure l'agent, donc au niveau de son environnement, et tout ce qui relève de cela relève de la théorie du contrôle, de l'automatique, s'il y a des ingénieurs dans la salle. Et donc mon message ici, dans ce slide, c'est de dire que l'IA est beaucoup plus large que juste le machine learning, et c'est une confusion qu'on fait assez souvent, en tout cas dans mon domaine, dans ma communauté. On utilise les mots IA, machine learning, deep learning de manière interchangeable. Et donc mon message ici, c'est de dire que l'IA, c'est beaucoup plus large que ça. Ça regroupe tout un panel de disciplines qui... ok, il y a du machine learning, et le machine learning a beaucoup aidé l'IA à se faire connaître en tout cas. Mais il y a autre chose. Il y a également la théorie du contrôle, il y a de la métrologie, il y a de la représentation de connaissances, etc. etc. Okay. Et donc, ça m'amène au slide suivant, qui dit que l'intelligence artificielle, on a commencé à en parler il y a plusieurs dizaines d'années, donc aux alentours des années 50, comme vous pouvez le voir là. Le machine learning, en tout cas le boom du machine learning, à ma connaissance, est arrivé dans les années 80 avec l'invention des réseaux de neurones artificiels, par exemple. Donc, machine learning qui, pour moi, en tout cas à mon sens, est une composante de l'IA. Et plus récemment, on parle de plus en plus de deep learning, qui est une composante également, à mon sens, du machine learning, et qui regroupe toute une série d'algorithmes plus particuliers. On parle de réseaux de neurones profonds, et qui ont de plus en plus de succès aujourd'hui, qui ont de super performances, qui ont amené un boom assez intéressant au niveau des performances, de par plusieurs choses, de par la plus grande quantité de données qui est accessible aujourd'hui, de par quelques astuces algorithmiques également, et donc on parle également de deep learning, pas mal de deep learning aujourd'hui, mais qui à mon sens est une composante du machine learning, qui lui-même est une composante de l'IA. Alors, ceci étant dit, on va tout de suite se restreindre l'exposé au cas du machine learning, parce que, à ma connaissance, en tout cas, la plupart des applications de l'IA au sein du réseau électrique, du système électrique, relèvent du machine learning, donc de l'apprentissage automatique. Alors, si ce n'est de la recherche dans les années 80 au niveau des systèmes experts, sur lesquels je ne vais pas vraiment m'attarder aujourd'hui, mais la plupart des applications de l'IA, en tout cas aujourd'hui, relèvent du machine learning. Et donc, ce qui m'amène à la deuxième partie, la plus grosse, la plus importante de mon exposé, qui va essayer de dresser un peu un état de l'art des applications d'apprentissage automatique au niveau du système électrique. Alors, je vais commencer quand même pendant quelques minutes, parce que comme l'audience est assez large aujourd'hui, par essayer de justifier de manière assez précise pourquoi le machine learning aujourd'hui dans les power systems, donc dans le système électrique, donc en dressant un petit peu l'état du système électrique actuel. Et on se focalisera sur plusieurs applications donc, qui relèvent d'apprentissage supervisé, non supervisé, apprentissage par renforcement, tout ce genre de choses que j'aurai l'occasion de vous définir si vous ne le connaissez pas par après en tout cas. Alors, trois facteurs très importants qui, à mon sens, justifient le fait que le machine learning émerge de nos jours, en tout cas dans le domaine du secteur électrique, dans le secteur électrique. Le premier facteur, c'est la transition énergétique, que vous connaissez tous, mais que je vais vous décrire un petit peu plus précisément du point de vue en tout cas du système électrique et du réseau électrique, des réseaux électriques. Alors, vous pouvez observer ici sur le slide une vision simplifiée mais du réseau électrique, du système électrique tel qu'il était exploité auparavant, où on peut observer une séparation géographique bien nette entre les activités de production, sur la gauche ici, vous avez vraiment les activités de production d'énergie électrique qui sont géographiquement bien séparées de l'utilisation. Alors, typiquement, historiquement, la production d'énergie électrique était assurée par des grosses centrales, type centrale au gaz, centrale charbon, ce genre de choses. Et les flux d'énergie étaient vraiment, bon, c'est une vision simplifiée bien entendu, mais les flux d'énergie étaient relativement unidirectionnels, donc de la production vers la consommation, au travers d'un réseau électrique dit de transport et de distribution. Donc, c'est différents niveaux de tension au niveau du réseau électrique. Donc, le réseau de transport, c'est plutôt le réseau haute tension. Vous pouvez voir ça comme ça, donc c'est un réseau maillé. Et le réseau de distribution qui est un réseau plus basse tension et qui assure vraiment la distribution au niveau du client final, vous et moi par exemple. Donc ça, c'est ce qu'on avait avant. Et ce modèle-là est en train de complètement changer. Et la raison est simple, c'est la prise de conscience généralisée et mondiale des enjeux climatiques, qui fait qu'on se rend bien compte qu'on vit dans un monde où les ressources ne sont pas infinies, en tout cas les ressources fossiles ne sont pas infinies, et donc on promeut de plus en plus l'intégration et l'utilisation d'énergies dites renouvelables, telles que par exemple le solaire et le vent, par exemple, pour parler que du système électrique. Et ce qui a quand même pas mal d'impact assez fort, en tout cas sur la manière dont on doit opérer, dont on doit conduire nos réseaux électriques aujourd'hui. Donc c'est ce que j'essaie de représenter ici. Donc aujourd'hui, on assiste à une pénétration de plus importante d'énergie renouvelable, ici, à droite, en bas, à droite, en vert, et ces énergies renouvelables ont deux caractéristiques fondamentales. La première, c'est qu'elle est fluctuante et incertaine.
Ça veut dire que par exemple, si vous installez 10 kW de PV chez vous, ben, tout au long de l'année, vous n'allez pas forcément produire 10 kW. Donc il y a un facteur de charge qui est lié aux conditions météo, par exemple. Vous n'allez pas forcément produire 10 kg tout le temps. Première chose, et en outre, vous n'êtes pas capable de dire que demain, à telle heure, donc demain à midi, je serai capable, vous ne connaissez pas avec précision la quantité de production renouvelable qui sera d'actualité à ce moment-là. Première chose, donc le renouvelable est incertain et fluctuant. Deuxième point, qui est critique, qui est important, c'est le fait que le renouvelable est décentralisé. Donc en général, le renouvelable, il vient se connecter très proche des points de consommation, et pas forcément aux abords des centrales classiques au gaz, par exemple, comme on le voyait par avant. Et ça change pas mal de choses, parce qu'on a un réseau qui historiquement a été prévu pour des flux unidirectionnels d'énergie, pour des flux assez déterministes au final. Et maintenant, on peut se retrouver avec des flux d'énergie qui sont fluctuants, qui sont stochastiques, qui dépendent des effets de la météo, par exemple. Et ça, c'est difficile dans la mesure où le système électrique est un système où, à tout instant, production doit être égale à la consommation, ce qui paraît logique. Mais ce n'est pas évident à gérer en pratique parce que l'énergie électrique, elle ne se stocke pas facilement. Enfin, pour vous, c'est peut-être... Enfin, je vois plein de laptops ici aujourd'hui, j'en ai ici. L'énergie électrique se stocke assez facilement à petite échelle. Par contre, à grande échelle, c'est beaucoup plus difficile. Un exemple de stockage que vous connaissez peut-être bien, qui est relativement connu, c'est le stockage hydroélectrique, par exemple. Donc on a une centrale de Caux en Belgique, qui est bien connue, mais bon, on n'est pas le plat pays pour rien, et donc nos ressources en hydro, elles sont relativement limitées. Pas comme la Norvège, par exemple, qui, eux, c'est vraiment un réservoir d'hydro. Donc une grande difficulté dans le système électrique, c'est qu'on doit assurer production égale consommation à tout instant, sans pour autant avoir de tampons qui nous permettent d'assurer ce P égale C à tout moment. Premier facteur, et qui complexifie pas mal les choses, et qui va justifier notre besoin d'avoir des outils plus évolués, plus avancés, pour comprendre un petit peu comment gérer tout ça, comment mettre en musique tout ça, si vous voulez. Ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, que vous connaissez également, parce que ça a un impact direct sur votre vie tous les jours, c'est qu'on est maintenant dans un secteur énergétique qui est libéralisé, que ce soit au niveau du secteur électrique ou gazier. Par exemple, depuis une vingtaine d'années en Belgique, on vit dans un secteur électrique et gazier qui est libéralisé. Alors en pratique, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les activités de transport et de distribution d'électricité, comme j'en parlais auparavant, elles restent des monopoles régulés. Donc il y a juste un acteur qui s'occupe de cela. Donc en Belgique, par exemple, pour le transport, c'est Elia, que vous connaissez tous. En distribution, là, il y a plusieurs gestionnaires de réseaux de distribution. Par exemple, dans cette région-ci, c'est Ores. Du côté de Liège, c'est Tecteo Netis. Enfin, ils changent tout le temps de nom, j'ai oublié. Du côté de Bruxelles, c'est Sibelga. Donc plusieurs gestionnaires de réseaux de distribution. Ça va ? Donc auparavant, on avait une seule entité qui assurait la gestion du système électrique de manière intégrée, et depuis la libéralisation, il y a une vingtaine d'années, trentaine d'années, en tout cas une vingtaine en Belgique, il y a toute une série, les rôles sont splittés, les rôles sont divisés. Donc on garde des monopoles régulés, on garde des monopoles régulés Voilà, pardon. On garde des monopoles régulés pour ce qui est transport et distribution. Par contre, on ouvre à la compétition tout ce qui relève de la production, la consommation et de la fourniture d'énergie. Ça change pas mal de choses. Dans la mesure où, par exemple, il y a de nouveaux rôles qui apparaissent. Donc, un rôle que vous connaissez, avec lequel vous avez affaire tous les jours, en tout cas tous les mois, quand vous payez votre facture, c'est le rôle de fournisseur. Par exemple, un Luminus, par exemple, d'accord, qui, lui, assure, donc passe des contrats commerciaux avec l'utilisateur, pour vous fournir de l'énergie. Qui peut passer également des contrats commerciaux avec des producteurs pour acheter de l'énergie. Dans votre cas, ce n'est pas ce qui se passe pour l'instant, parce que comme les compteurs tournent encore à l'envers, quand vous avez du PV, vous ne passez pas forcément un contrat avec un fournisseur, mais pour ce qui est production renouvelable à plus haute échelle ou production de plus haute puissance, il y a un contrat qui est passé avec un fournisseur, un retailer d'énergie. Et ça complique également pas mal les choses, dans la mesure où anciennement on avait un acteur intégré qui avait la main sur ces moyens de production, de manière à assurer à tout instant l'équilibre production-consommation. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile dans la mesure où Elia, qui est le gestionnaire de réseau de transport en Belgique et qui a pour mission d'assurer cet équilibre production-consommation, mais il n'a plus la main sur il ne possède plus ces centrales électriques, il ne possède plus ces moyens de production, si vous voulez. Et donc, ça complexifie fortement la chose. Alors là, vous avez, juste pour info, pourquoi on maintient
production égale à consommation dans le système électrique, ça permet de garder la fréquence stable à 50 Hz par exemple. Dès le moment où vous avez des déviations de fréquence dans un réseau électrique, c'est signe, si vous voulez, d'un mismatch entre production et consommation. Et ça, c'est un des rôles d'Elia, de maintenir la fréquence à 50 Hz. Donc il doit maintenir cette fréquence à 50 Hz, mais il n'a plus la main sur les moyens, si vous voulez, pour produire et consommer de l'énergie. Okay. Et donc, ce rôle-là, si vous voulez, est d'une manière transférée au niveau des fournisseurs, qui est une catégorie particulière de ce qu'on appelle, en tout cas en Belgique, Balance Responsible Parties, donc, ou en Europe, Access Responsible Parties, en Belgique, Balance Responsible Parties, qui sont des acteurs commerciaux qui ont pour contrainte de garder l'équilibre dans leur portefeuille, au niveau de la production et de la consommation. Et ils ont plusieurs outils pour y arriver. Et pour y arriver, si vous voulez, ils ont toute une série de plateformes de marché avec lesquelles ils peuvent échanger, si vous voulez. Donc des plateformes de marché qui sont à différentes échelles, qui agissent à différentes échelles temporelles. Alors l'objectif aujourd'hui, pour moi, ce n'est pas d'écrire toutes ces plateformes de marché qui sont disponibles. En tout cas, le message important que je veux faire passer, c'est que votre ARP, qui est par exemple est un fournisseur, mais ça peut être aussi un trader, hein, donc dans un contexte totalement libéralisé, ça peut être un trader également, qui n'a pas forcément, lui, le trader, de relation avec le client final, mais c'est des acteurs qui existent également. Le message que je veux faire passer ici, c'est qu'il y a toute une série de nouvelles plateformes de marché qui agissent à différents horizons temporels, hein, comme vous pouvez le voir au niveau du years ahead, donc au niveau de plusieurs années à l'avance. Donc c'était avec du beaucoup plus court terme, voire du jour J-1, pardon, voire à de l'intraday. Et ça, c'est des plateformes de marché qui sont de plus en plus utilisées aujourd'hui, dans la mesure où on a comme le renouvelable est fortement fluctuant, bon, il faut laisser des opportunités aux acteurs de venir échanger leur surplus d'énergie ou de venir échanger leur énergie en court terme de manière à assurer l'équilibre de leur portefeuille. Et donc ce genre de plateforme, jour J-1, intraday, voire même du real time, enfin là je rentre un peu plus dans les détails, mais c'est ce genre de marché qui sont sujets de plus en plus d'échanges aujourd'hui. Et donc on se retrouve dans un secteur libéralisé, on a pas mal d'acteurs, pas mal de nouveaux acteurs, comme des fournisseurs, des traders, etc., qui ont chacun leurs objectifs propres à eux et qui sont potentiellement antagonistes, ce qui complexifie également la gestion du système. Ok. Donc les conséquences, déjà pour résumer ces deux premiers points, les conséquences au niveau du système électrique sont les suivantes. Je résume un petit peu pas mal de choses que j'ai déjà dites, et je crois que c'est utile de le faire. C'est que nos réseaux électriques aujourd'hui doivent être conduits sous incertitude. Donc j'ai essentiellement parlé de l'incertitude liée à la production renouvelable, mais également au niveau de l'incertitude de la demande, donc de la consommation électrique, hein, c'est ça que je veux dire. Alors vous allez me dire, ouais, mais la demande, elle était déjà incertaine auparavant. Oui, vous avez raison. Mais par le passé, comme la production était bien séparée de la demande, on pouvait raisonner sur la demande agrégée, qui est beaucoup plus déterministe que la demande locale, si vous voulez. Mais aujourd'hui, comme la production se trouve également à proximité de la consommation, on se retrouve donc à devoir venir modéliser la demande de manière beaucoup plus locale qu'auparavant, donc au niveau, à la limite, microscopique, ce qui est beaucoup plus difficile en termes de data, ce qui est beaucoup plus difficile à faire. Et donc, on doit opérer nos réseaux sous incertitude, de manière à exploiter le plus possible le potentiel des énergies renouvelables, que ce soit au niveau local. On se doute bien que, je veux dire, règle de bonne pratique, on va essayer de consommer localement ce qu'on produit localement. Ça, c'est, je veux dire, la règle à essayer de suivre. D'un autre côté, c'est intéressant de le faire au niveau local, mais je crois que ça doit se coordonner également au niveau global, dans la mesure où, par exemple, on sait bien qu'en Belgique, il n'y a pas forcément beaucoup de soleil. Dans le sud de l'Espagne, par exemple, il y en a beaucoup plus. Ça peut être un intérêt de tenir compte, si vous voulez, de la granularité au niveau de la production énergétique de manière à matcher la production et la consommation à tout instant. Et donc, un mot qui est fortement à la mode pour l'instant, qui est vraiment la clé pour le futur, c'est ce qu'on appelle la flexibilité, donc qui est la capacité, si vous voulez, de la demande ou de la production à moduler leur output de manière à assurer le P égale C. D'ailleurs, dans les marchés actuels, ce qui est de plus en plus récompensé, c'est la flexibilité. Donc c'est la capacité à ajuster sa sortie. Tout ça dans un contexte où on anticipe, et c'est déjà en train d'arriver, même si on est assez lent en Wallonie, en Belgique en tout cas pour l'instant, où on anticipe de forts changements, des changements drastiques dans le comportement du consommateur, ne fût-ce qu'en termes de mobilité, ou je ne sais pas si ça va se faire, en tout cas c'est on tracks. On anticipe un remplacement de
des moteurs traditionnels thermiques par des moteurs électriques, pour tout ce qui est véhicule électrique. On parle également du remplacement de certaines chaudières par des pompes à chaleur qui sont alimentées par l'électricité, donc ce qui va essentiellement modifier également le profil de demande au niveau des réseaux domestiques, par exemple. Et tout ça dans un contexte libéralisé, comme je vous le disais. Alors dans ce contexte-là, et ça me donne déjà un premier tremplin pour arriver vers le machine learning, dans ce contexte-là, on se doute bien que l'observabilité de ce système qui est de plus en plus complexe, c'est une clé. Et je vais maintenant basculer, après cette intro quand même assez longue sur le contexte énergétique, je vais un peu plus basculer dans le domaine du data, des données, pour au final fusionner les deux tracks, les deux parcours. Alors le troisième facteur qui est à mon sens crucial et qui ne relève pas forcément du système énergétique, il se situe dans le contexte d'une révolution scientifique. En fait, je crois que pour l'instant, on est en train de vivre une révolution scientifique qui est la suivante, donc qui relève en fait de la manière dont on a tendance à faire des sciences aujourd'hui. Là, vous avez une petite ligne du temps qui représente de manière schématiquement les différentes manières de faire des sciences, en tout cas de manière historique. Il y a plusieurs milliers d'années, la science était plutôt de nature empirique. On n'avait pas forcément tous les moyens analytiques qu'on a à notre disposition aujourd'hui pour essayer d'expliquer le monde. Donc on avait une science qui était essentiellement conduite de manière empirique. Il y a quelques centaines d'années, de par les progrès, dans les années 1800, on a inventé le calcul différentiel intégral, l'analyse vectorielle, ce genre de choses. Donc depuis quelques centaines d'années, une centaine d'années, on bascule de plus en plus vers une manière plus théorique, plus basée sur les modèles de faire les sciences. Depuis quelques dizaines d'années, on est de plus en plus en train de bouger vers les sciences informatiques. Donc on utilise le pouvoir des ordinateurs pour obtenir des résultats qu'on ne pourrait par exemple pas obtenir de manière analytique, pure et simple. Et ça relève, à mon sens, ces trois approches relèvent d'une même manière d'approcher les sciences. Mais depuis assez récemment, donc depuis une vingtaine d'années, bon c'est approximatif, mais depuis une vingtaine d'années, on observe une autre manière d'approcher les sciences, qu'on appelle sciences des données ou e-science, on peut voir ça, drivée par des domaines tels que l'astronomie, les sciences humaines ou les interactions homme-machine, ou qui génèrent des masses de plus en plus importantes de données, desquelles on essaye de tirer quelque chose. Et ça génère une scission, si vous voulez, entre l'ancienne manière, je porte aucun jugement de valeur sur ce que je présente ici. Là, je constate juste qu'il y a deux manières différentes de faire des sciences. Je ne dis pas que l'une est meilleure que l'autre. Je crois que ça vaut la peine d'en parler, en tout cas ici, surtout dans le contexte qui nous occupe. On a plutôt un paradigme ancien, je dirais ancien, sans jugement de valeur encore une fois, un paradigme ancien où on était plutôt dans une optique query the world. Donc, on avait une hypothèse, une idée sur la manière dont pouvait fonctionner un phénomène physique qu'on voulait expliquer. Et on relevait des données pour essayer de vérifier ça. Tandis qu'aujourd'hui, dans certains cas, dans pas mal de cas, on se rend compte qu'on bascule vers un paradigme opposé. On est plutôt dans un paradigme download the world, donc télécharger le monde, où on a beaucoup de données, on a plein de données à disposition, et on essaye à partir de ces données d'expliquer comment fonctionne le monde. Donc c'est deux manières différentes d'approcher les sciences, et je crois que ce paradigme ne concerne pas uniquement le domaine des réseaux électriques, bien entendu, mais je crois que ça vaut la peine d'en parler ici, parce que ça justifie, à mon sens en tout cas, pourquoi on parle de plus en plus de machine learning, mais partout, en fait, au final. Pas que dans le réseau électrique, pas que dans les systèmes énergétiques. Et donc, les power systems, donc les systèmes électriques, ils n'échappent pas à ce changement de paradigme, ce qui fait que pour toutes les raisons que je viens de vous exposer jusqu'à présent, également chez nous, donc également dans le système électrique, dans le réseau électrique, on récolte de plus en plus de données. Vraiment énormément de données. Ce n'est pas encore au niveau, par exemple, de l'astronomie, où on ne parle pas de pétaoctets tous les jours. Mais en tout cas, on parle de beaucoup de données et provenant de sources différentes. Donc on récolte de plus en plus de données. Et pour vous donner un exemple, Enedis en France, qui est le nouveau nom de RDF, donc RDF qui est le gestionnaire du réseau de distribution français. Donc si vous voulez, c'est l'équivalent d'Ores, mais pour une grande partie de la France, qui est en train qui ont déjà presque fini, en fait, si vous voulez, de déployer des systèmes de compteurs intelligents au niveau des habitations des ménages français. Donc il y a environ 35 millions de compteurs intelligents qui vont être déployés d'ici à 2-3 ans, et qui ont pour objectif de relever les flux énergétiques au quart d'heure, qui sont capables de relever les flux énergétiques au quart d'heure au niveau des habitations, ce qui permet d'améliorer l'observabilité des réseaux dont je parlais tout à l'heure. Même si on est un peu plus en retard en Belgique, c'est planifié également. Alors on assiste également à de plus en plus de publications
dans un souci de transparence pour l'accès au marché, par exemple, d'informations liées au marché. Donc Elia, si vous allez sur les plateformes d'Elia en ligne, vous pouvez observer la demande électrique agrégée belge aujourd'hui, son forecast pour demain, même chose au niveau du PV, du vent, les prix de marché d'électricité en DEET, par exemple. On assiste de plus en plus à la publication transparente de pas mal de données. Et comprendre ces données est vraiment fondamental pour tous les acteurs du système électrique. Je vous ai parlé des DSO, des TSO. Donc DSO, c'est gestionnaire de réseau de distribution, ORES, et TSO, c'est un ELIA, c'est Transmission System Operator. On se comprend bien que comprendre un peu le comportement de production et de la consommation va les aider à mieux coordonner PSC. Les consommateurs, ça va être intéressant pour eux d'avoir une vision plus fine, plus granulaire de leur consommation, de manière à modifier leur comportement. J'ai parlé d'acteurs de marché tout à l'heure, comme par exemple les ARP, donc les Access Responsible Parties. Retenez pour simplification aujourd'hui ARP, pour vous c'est fournisseurs, retenez comme ça, et vous ne ferez pas une grande erreur en pensant ça, qui eux peuvent agir à la fois avec les marchés de gros, et vont essayer de maximiser leurs profits en agissant sur les marchés de gros, sous incertitude bien entendu, parce que l'incertitude liée aux aléas du renouvelable, à leur portefeuille de consommation, ce genre de choses, qui vont également, à partir de données, qu'ils aient à disposition ou pas, donc là la question de la confidentialité, c'est encore autre chose, qui vont essayer d'établir des offres optimisées pour leurs clients au niveau retail, donc au niveau du consommateur final. Et donc c'est là que finalement le machine learning, donc l'apprentissage automatique intervient. Machine learning que vous connaissez, qui est une discipline, je veux dire, scientifique, qui permet aux machines d'apprendre de données dites d'entraînement, et à l'aide de moyens algorithmiques, si vous voulez, classiques, vous êtes capable de coder, vous et moi, capable d'apprendre des comportements qui sont cachés dans les données qu'un œil humain ne verrait pas forcément. Et donc c'est là que le machine learning intervient et qui permet de faire plus que ça, mais en tout cas dans le cas qui nous occupe aujourd'hui, qui permet essentiellement deux familles de techniques, deux catégories de techniques qui nous intéressent dans les réseaux électriques, à savoir l'analyse de données, ou data analytics, comme vous pouvez voir ici, et le reinforcement learning, ou apprentissage par renforcement. Alors, le data analytics, l'idée de l'analyse de données, l'idée ici, c'est d'utiliser le machine learning pour apprendre, comme je vous l'ai déjà dit brièvement, pour essayer d'apprendre des comportements cachés dans les données qu'on a à disposition. Okay. Alors, il existe deux grandes classes d'analyse de données sur lesquelles je vais pouvoir revenir en long et en large après. Donc, savoir l'analyse de données inférentielle ou descriptive, donc qui dépendent en gros, en parlant simplement, qui se diffèrent par les hypothèses que l'on fait, sur les données de départ. Donc, soit qu'on essaye de comprendre les données sans aucune hypothèse préétablie, ou alors qu'on essaye d'identifier un modèle de forme donnée à partir des données. Ça, j'y reviendrai par après. Et le reinforcement learning, qu'il a introduit une notion supplémentaire qui est la notion d'action, si vous voulez. On essaye d'apprendre que faire en l'absence, ou la machine va essayer d'apprendre quoi faire en l'absence d'exemples qui vous disent ce qu'il faut faire, si vous voulez. Donc, essentiellement, on utilise ici le machine learning pour apprendre des choses des données, donc pour apprendre de la connaissance, dériver de la connaissance des données, et pour faire de l'apprentissage par renforcement. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Je crois que l'idée, c'est vraiment ici d'utiliser le machine learning en tant que support aux outils d'aide à la décision qui sont utiles dans le réseau électrique d'aujourd'hui. Donc, on parlait par exemple tout à l'heure d'un gestionnaire de réseau de distribution qui aurait par exemple une batterie dans son réseau et qui doit décider comment je vais devoir opérer ma batterie de manière à assurer à éviter par exemple différents défauts techniques tels que des surtensions ou des surintensités dans le réseau qu'il contrôle. Donc il doit prendre des décisions, mais il doit prendre des décisions sous incertitude. Et donc pour ça, le machine learning peut intervenir de manière à fournir des outils d'analyse de données. Alors c'est ce graphe-ci va structurer un petit peu le reste de ma présentation. Donc où je vais vous donner quelques exemples relatifs à ce que peut apporter le machine learning pour des applications bien précises, donc que j'ai choisi de diviser en trois parties. Donc plutôt tout ce qui relève de l'analyse de type prédictive. Donc analyse prédictive, c'est par exemple typiquement des problèmes de type de forecast ou prédiction. Donc j'ai envie de savoir demain quelle sera la production d'énergie renouvelable à tel endroit, par exemple. Tout ce qui relève de l'analyse prédictive. D'autres problèmes qui relèvent de l'analyse descriptive. Alors, typiquement, quand je parle d'analyse descriptive, j'ai à l'esprit, par exemple, le clustering, donc le partitionnement automatique de données, et j'y reviendrai par après.
ou également donc, tout ce qui relève des bases de données incomplètes, ou imparfaites. Pardon. Alors qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là qu'en général, quand on utilise des algorithmes bien établis qui relèvent d'analyse prédictive, par exemple, on suppose toujours que le dataset qu'on a à disposition il est parfait, donc il n'y a pas de trou, il n'y a pas d'outlier, ce genre de choses. Et en pratique, les datasets que l'on a, que l'on a par exemple avec lesquels on travaille, que l'on a de chez Ores, il y a des trous dedans. Il y a par exemple, il y a un capteur a pu mal fonctionner à un moment donné, donc on n'a pas forcément la consommation électrique à un moment donné. On se retrouve avec des vecteurs de taille différentes, il peut y avoir des outliers ou données aberrantes, ce genre de choses. Et ce n'est pas la seule manière de faire, mais une manière de faire ici, c'est ce qu'on propose, c'est d'utiliser la théorie des systèmes de recommandation pour boucher les trous dans ces bases de données, par exemple, pour essayer de les corriger, faire du missing data imputation, comme on dit dans le jargon, par exemple. Donc, l'analyse prédictive que je vais associer ici à l'apprentissage supervisé, l'analyse descriptive que je vais plutôt associer à l'apprentissage non supervisé, tout ça je vous redéfinirai par après, quand le moment sera venu de donner les exemples, et les bases de données imparfaites que j'associe plutôt ici, et bon, c'est une décomposition que je propose moi, je veux dire, c'est pas la seule possible. Et les bases de données imparfaites qui relèvent des systèmes de recommandation. Alors ça c'est pour tout ce qui est partie analyse de données. Et pour info, même si on ne rentrera pas plus dans le détail aujourd'hui, l'idée c'est vraiment de supporter tout ce qui est outils d'aide à la décision. Alors l'aide à la décision, peut-être les outils d'aide à la décision que vous connaissez le mieux, peut-être en tant qu'ingénieur, c'est cette boîte noire, c'est ce qui relève de l'optimisation. Typiquement, l'optimisation qui se base sur un modèle. Vous avez une fonction objectif que vous voulez optimiser sous contrainte, par exemple, et que j'ai choisi de mettre en dehors de la boîte bleue qui relève de l'intelligence artificielle, mais qui pourrait d'une certaine manière être dedans. Enfin, ça, c'est à chacun son avis. Et également, l'apprentissage par renforcement, qui permet également de prendre des décisions, qui est une catégorie d'algorithmes de machine learning, qui permet également de prendre des décisions sur base d'un modèle de l'environnement, sur base d'un modèle de l'environnement qu'on apprend de manière itérative, ou alors en l'absence de tout modèle de l'environnement qui l'entoure. Je ne rentrerai pas beaucoup plus dans le détail aujourd'hui au niveau de l'apprentissage par renforcement, ce n'est pas ma spécialité en plus. Alors, commençons, je crois qu'on va se focaliser ici sur peut-être 2 applications aujourd'hui en tout cas. Une application qui relève de l'apprentissage supervisé, dans ce cas-ci. Alors, donc, apprentissage supervisé, donc je me focalise plus sur des problèmes de type analyse prédictive. Okay. Et donc on va se focaliser, je vais sauter cette partie-là. Donc mes slides, vous voyez, sont beaucoup plus... J'ai volontairement mis beaucoup de slides, comme ça aussi vous aurez accès aux slides sur le site, je suppose. L'organisateur vous donnera l'accès aux slides. Donc les slides sont là comme un état de l'art, j'aurai pas le temps de passer sur tous les slides, mais n'hésitez pas à revenir vers moi par après s'il y a des applications plus particulières dont je n'aurai pas parlé aujourd'hui qui vous intéressent. Mais on va se focaliser ici, en tout cas, sur un problème de type analyse prédictive. Alors, qui relève donc de l'apprentissage supervisé. Alors, qu'est-ce que c'est que l'apprentissage supervisé? Je suppose que beaucoup d'entre vous le savent, mais je vais quand même le redéfinir de manière assez rapide ici, pour être certain qu'on parle de la même chose. L'apprentissage supervisé, c'est une classe, une famille d'algorithmes du machine learning, d'apprentissage automatique, qui permettent d'apprendre un lien entre des entrées et des sorties. Donc vous avez à disposition un training set, donc des données d'entraînement, donc des données mesurées, et pour lesquelles vous avez, pour chaque objet de votre base d'entraînement, vous avez un label qui correspond. Donc vous avez un dataset d'entraînement pour lequel ce lien entre entrée et sortie est connu, et l'idée c'est d'apprendre un modèle, donc par exemple ici, en rouge, d'apprendre un modèle qui va vous permettre de généraliser la connaissance que vous avez extraite de vos données de départ à des nouveaux exemples. Donc pour vous donner un exemple très simple, et après on ira sur du machine learning, enfin sur un exemple plutôt réseau électrique. Imaginez ici que vous ayez, donc on a un exemple simple de régression en 2 dimensions. Donc vous avez un dataset qui explique le prix, qui vous exprime le prix d'une voiture en fonction de sa puissance, donc qui correspond à tous ces objets bleus qu'on appelle dataset d'entraînement ou set données d'entraînement. Et l'idée d'un algorithme de régression, c'est d'essayer d'apprendre la ligne rouge qui va expliquer au mieux ce lien entre données d'entrée et données de sortie, donc entre entrée et sortie, de manière à ce que plus tard, si on vient lui présenter un nouvel objet, donc par exemple une nouvelle voiture, qui sera capable de vous donner une estimation du prix qui y correspond. Ça, c'est un problème de régression pour lequel la sortie est continue. Alors, il y a d'autres problèmes d'apprentissage supervisé qu'on appelle problème de classification pour lesquels la sortie est discrète. Mais aujourd'hui, on va plutôt se focaliser sur le problème de régression. Et pourquoi? Parce que
au final, le problème de prédiction dont je vous parlais tout à l'heure, il peut être vu comme un problème de régression pour lequel le temps est une des variables explicatives, si vous voulez. Donc on peut exprimer tous les algorithmes de machine learning propres à la régression peuvent être utilisés pour essayer de faire du forecast ou de la prédiction de ce qui se passera demain. Donc le problème devient donc, étant donné toute une série d'exemples passés, donc, si le temps est représenté ici en abscisse, quelle va être, si vous voulez, la valeur du prix, parce qu'ici on parle d'un prix, à un instant donné dans le futur, donc à un horizon temporel donné. Donc on parle ici d'apprentissage supervisé, d'un problème de régression, et c'est ce qui va nous concerner pour le premier exemple que je vous présentais ici, qui est le problème de forecast. Alors, il existe pas mal d'algorithmes pour faire de la régression, des algorithmes assez simples, en tant qu'ingénieur ou que personnes qui ont fait des sciences, vous êtes certainement au courant. L'algorithme de régression le plus simple, c'est la régression linéaire. Hein. C'est l'algorithme de régression linéaire qu'on essaye d'identifier, par exemple, par un algorithme des moindres carrés. Alors, il existe pas mal d'algorithmes plus avancés, les réseaux de neurones artificiels en sont un exemple, hein, qui peuvent être vus, si vous voulez, comme un approximateur universel de fonctions non linéaires, comme vous pouvez voir ici. Et donc, ce que l'on tend à faire ici, ce que j'essaie de vous faire passer ici au niveau de ce slide-ci, c'est que des modèles de régression avancés, tels que les réseaux de neurones artificiels, traditionnels ou plus avancés, hein, donc ça c'est peut-être plutôt du détail, mais ce sont des réseaux de neurones artificiels qui prennent en compte la dépendance temporelle dans les informations. Donc c'est des architectures un peu plus avancées, si vous voulez, de réseaux de neurones artificiels. Mon message ici, c'est que des algorithmes de régression avancés sont capables de prédire les quantités électriques. Donc, je vous donne un exemple ici. Donc, ce qu'on a essayé de faire, en tout cas dans cet exemple-ci, on s'est focalisé sur les quantités belges. Hein. Donc, par exemple, la production éolienne en Belgique, la production photovoltaïque, la charge belge et les prix en DES des marchés de l'électricité, par exemple. On a utilisé un dataset d'entraînement, donc un set de données d'entraînement qui date entre 2012 et 2016, et on a testé ça sur 2017. Et ce que vous pouvez voir là, c'est l'erreur de forecast, l'erreur de prédiction qui est donnée par le modèle, que l'on compare pour différents types de modèles. Alors, sans rentrer dans les détails, si vous voulez, les trois lignes ici sont trois architectures de réseaux de neurones différents, donc trois types de modèles de régression différents, si vous pouvez voir ça. Et ça, c'est le forecast qui est publié par l'opérateur système, donc par Elia par exemple. Et ce qu'on voit, c'est que ce genre d'architecture de régression est capable d'être très compétitive par rapport à ce que le gestionnaire de réseau de transport fournit, et parfois même est capable de le battre. Donc avec les architectures les plus avancées, qui est le BLSTM ici, qu'on appelle Bidirectional LSTM, on est capable d'avoir des résultats très compétitifs au niveau de l'opérateur système, comparativement à l'opérateur système. Alors ça c'est bien pour faire du forecast, ce qu'on appelle dans le jargon du point forecast, donc du forecast déterministe, de la prédiction déterministe. Par contre, vous allez beau utiliser le modèle le plus précis possible, il y aura toujours une erreur. Il y aura toujours une erreur de prédiction. Si bien qu'en pratique, on ne se contente pas forcément d'une prédiction qui soit déterministe, mais on s'intéresse plutôt à une prédiction qui soit probabiliste, c'est-à-dire qui vous donne, je vais dire, un indice sur la confiance que vous pouvez avoir entre votre prédiction. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut également faire avec des régresseurs avancés, tels que les réseaux de neurones, qui vous permettent, par exemple ici, c'est ce que vous pouvez observer, donc je crois qu'en haut, en haut à gauche, la production éolienne en Belgique agrégée. Hein. Donc la ligne rouge, c'était la production réaliste, la production réelle, pardon, les actuals, tandis que autour d'eux, vous avez tous les différents quantiles qui vous permettent, si vous voulez, de quantifier la confiance que vous pouvez avoir en votre prédiction. Alors ça, c'est quelque chose qui est relativement intéressant dans la mesure où c'est de l'information qu'on va utiliser dans des processus de décision par après et qui vont vous permettre de jouer par rapport à ce risque, donc de quantifier, donc de prendre en compte le risque que l'on a au niveau du forecast et de l'incertitude. Là, on a par exemple, là on a le forecast par exemple pour le vent, ici vous l'avez pour la production PV en Belgique, là vous l'avez pour la charge agrégée, et ici pour les prix d'électricité. Et là on voit tout de suite, déjà par exemple, que les prix en général c'est une quantité qui est beaucoup plus difficile à prédire dans la mesure où le comportement humain est fortement présent et ce sont des grandeurs assez complexes qui sont assez high level et qui englobent toute une série de processus qui sont difficilement appréhendables, en tout cas à partir des données qu'on a pu fournir en entrée du réseau.
Donc mon message ici, c'est qu'OK, avec des régresseurs avancés qui relèvent du machine learning, on peut faire du forecast, de la prédiction. On peut en plus quantifier l'erreur et essayer d'une certaine manière de quantifier la confiance, je veux dire, qu'on a en ces prédictions. Et après, ça a une valeur assez importante, et je vous passe le détail, mais c'est quelque chose qui est intéressant, par exemple dans le cas d'un fournisseur, qui voudrait, donc il a un portefeuille, ce fournisseur il a un portefeuille où il a par exemple de la production éolienne, il a du PV, il a de la charte, ce genre de choses, et il aimerait bien faire des offres sur les marchés au jour J-1. C'est ce que je représente ici, c'est une figure que vous avez déjà vue au début, mais on se focalise particulièrement sur le marché au jour J-1. Et donc l'idée ici c'est de venir d'utiliser cette information que l'on a sur la confiance qu'on peut avoir dans le forecast pour essayer d'optimiser, si vous voulez, ces stratégies d'offres sur les marchés en DED. Et on montre, je vous passe les détails et je vous renvoie vers la référence qui est en dessous pour plus d'infos si ça intéresse certains d'entre vous. Mais on montre que justement, utiliser cette information qui a été quantifiée à l'aide des réseaux de neurones, ça permet en tout cas d'améliorer la stratégie d'un fournisseur qui ferait des offres sur un marché au jour J-1. Donc c'est ce qu'on essaye de représenter par ici, avec des profits réalisés qui sont plus importants dans le cas où on utilise des réseaux de neurones que des modèles par exemple plus simples. Donc ça c'est mon premier message. Mon premier message, c'est que par exemple, c'est pas la seule application, c'est que la régression, si vous voulez, donc le machine learning permet de fournir des outils avancés d'analyse prédictive qui permettent par exemple, et ce n'est pas la seule application, mais qui permettrait par exemple à un fournisseur d'optimiser, si vous voulez, les offres qu'il fait sur les marchés, par exemple sur les marchés de l'électricité. Alors cet exemple-ci est assez similaire, donc je vais le passer. Donc je vais continuer, je sais pas, je suis à combien, j'ai droit à combien de temps pour optimiser au mieux la fin de l'exposé? 22 minutes, très bien. Ok. Donc j'ai le temps de vous présenter encore un exemple qui relève plus de l'apprentissage non supervisé. Donc dans le contexte de l'apprentissage non supervisé, le paradigme change. Donc autant pour l'apprentissage supervisé, on connaissait au départ le lien entre les données d'entrée et les données de sortie, autant quand on parle d'apprentissage non supervisé, ce n'est pas forcément le cas. Et un problème vraiment typique de l'apprentissage non supervisé, c'est un des problèmes les plus connus, c'est le problème qu'on dit de clustering ou partitionnement en français, où là l'idée c'est d'essayer de découvrir, d'avoir un algorithme qui est capable de découvrir la structure inhérente qui est cachée dans les données au départ, sans forcément d'avoir d'hypothèse a priori sur le comportement de ces données. Alors, le clustering peut servir à pas mal de choses dans le domaine du power system, mais vraiment une première application qui est relativement intéressante, c'est la question du résumé des données, donc d'essayer de trouver, si vous voulez, de remplacer une base de données vraiment imposante par une série d'objets qui soit le plus représentatif possible de la base de données. Alors par exemple, imaginez que vous ayez à votre disposition un set de données de plusieurs années de séries temporelles qui représentent la production de vent, par exemple. Plutôt que de travailler avec ce dataset de vent, ce que l'on pourrait faire, c'est essayer de résumer ce dataset en quelques prototypes, ou quelques clusters, quelques centroïdes, qu'on dit plutôt dans le jargon, quelques prototypes qui vont être bien représentatifs du dataset et qui permettent de limiter le nombre de simulations qu'on devrait faire. Donc plutôt que de faire une simulation, faire tourner une simulation sur l'ensemble du dataset pour l'ensemble pour l'ensemble du dataset à disposition, on la fait tourner sur quelques exemples représentatifs. Ça, c'est une chose possible. Une autre possibilité relève plutôt de la classification naturelle. Donc, l'idée du clustering, c'est qu'il permet également de grouper des objets qui ont des comportements ou des individus qui ont des comportements similaires sans pour autant avoir des hypothèses a priori sur leur comportement. Et là, je vous donne un exemple relativement simple, en tout cas à droite, et je m'attarderai un peu plus en détail sur l'exemple en bas à gauche après. Mais un exemple qu'on peut avoir au niveau qui est intéressant au niveau du gestionnaire de réseau de distribution, parce que ça peut être intéressant pour lui d'identifier des zones de son réseau où les consommateurs se comportent plus ou moins de la même manière. Ça, il peut le faire à l'aide d'un algorithme de clustering qui va essayer d'identifier des poches où, tiens, mes clients, ils ont tendance à consommer ou à lancer leur machine à laver ou à consommer de la même manière au même moment. Et ça, c'est important pour lui dans la mesure où il peut anticiper comme ça ses pics de production de manière plus claire. Et il peut, par exemple, anticiper, mieux planifier le nouveau raccordement de nouveaux clients, par exemple, sur certaines zones. Ça, c'est
C'est un exemple. Un autre exemple sur lequel je vais m'attarder, qui relève à la fois de l'apprentissage non supervisé et supervisé, je vais rentrer dans le détail tout de suite, c'est un travail qu'on a en cours avec le gestionnaire du réseau de transport qui est Elia. Et donc là, l'idée est la suivante. Donc, vous pouvez voir, c'est un projet qu'on a appelé VAR Learn. Alors VAR, pourquoi VAR? Vous allez le voir tout de suite. C'est un projet qui s'intéresse à ce qu'on appelle la puissance réactive dans un réseau électrique. Puissance réactive qui est une quantité électrique dans laquelle je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce qui est important de savoir ici, c'est que la puissance réactive dans les réseaux électriques ont une forte influence sur la tension dans le réseau, si vous voulez. Donc, dans un réseau de transport, puissance réactive et tension ont vraiment un lien très fort. Et donc, dès le moment où vous contrôlez la puissance réactive, vous êtes capable de contrôler le plan de tension dans le réseau électrique. Et ça, c'est une des missions d'Elia également, parce qu'Elia, lui, doit s'assurer que le plan de tension soit respecté, que la tension ne soit pas trop haute pour éviter, par exemple, des problèmes d'isolation, que la tension ne soit pas trop basse pour éviter que les courants soient trop importants dans le réseau, etc. etc. Donc, c'est fondamental pour Elia de pouvoir bien maîtriser son plan de tension. Et comment il fait? Mais pour maîtriser son plan de tension, il joue sur ce qu'on appelle la puissance réactive. Okay? Et comment il faisait avant? C'était relativement aisé. Je ne vais pas dire que c'était aisé, mais en tout cas, c'était bien déterminé dans le passé. C'est que pour jouer sur cette puissance réactive, il avait à sa disposition, et je résume un petit peu, 3 moyens. Il pouvait jouer sur les centrales électriques classiques. Donc typiquement, ce sont vos centrales au gaz, vos centrales au charbon, sont des centrales qu'on dit tournantes, si vous voulez, donc ce sont des centrales qui ont des alternateurs dits synchrones. Et en jouant sur le contrôle de ces alternateurs, donc ces grosses machines tournantes, on peut jouer sur la puissance réactive. Donc c'est ce qui est en rouge ici. Donc on peut jouer, en jouant sur la centrale en rouge, on peut jouer sur la puissance réactive, qui historiquement se situe toujours plutôt sur le transport. Donc vous avez à droite un schéma un petit peu plus détaillé, si vous voulez, du réseau électrique, avec la partie transport vers le haut et distribution. Donc c'est une vue un petit peu plus complexe par rapport à ce que je vous ai présenté au début de l'exposé. Ils peuvent également jouer sur ce qu'on appelle des règleurs en charge. Donc en gros, ce sont des transformateurs pour lesquels on peut jouer sur la prise et qui permettent de jouer sur la puissance réactive. Et ils peuvent jouer sur ce qu'on appelle également des bandes condensateurs qui fournissent un moyen de réglage discret du réactif. Donc en gros, auparavant, ils avaient pas mal de moyens pour agir sur le réactif de manière à contrôler la tension dans un réseau. Alors aujourd'hui, pour les différents facteurs dont je vous parlais avant, c'est plus aussi simple que ça. Dans la mesure où, comme je vous le disais tout à l'heure, donc on a de plus en plus de générations renouvelables qui pénètrent dans le réseau électrique, ce qui a plusieurs effets. Un des effets les plus pernicieux, entre guillemets, c'est que le renouvelable, il est à coût opérationnel relativement faible, très faible, en tout cas beaucoup plus faible que les centrales classiques, ce qui fait que par moment, quand vous avez beaucoup de renouvelables sur le marché, il a tendance à pousser hors marché tout ce qui est production conventionnelle. Donc par exemple vos centrales au gaz, qui deviennent coûteuses et qui deviennent non rentables. Donc on se retrouve par exemple avec des centrales au gaz classiques qui sont flexibles et qui nous permettaient de gérer, si vous voulez, qui nous permettaient de contrôler de manière adéquate le réactif, qui sont mises hors marché faute de rentabilité, donc qui sont déconnectées du réseau. Et donc on perd, si vous voulez, c'est ce que j'essaie de représenter ici, on perd toute une série de moyens d'action qui nous permettent de gérer la tension dans le réseau. De plus, elle est décentralisée, cette production renouvelable, comme je vous le disais tout à l'heure. Elle ne se trouve pas ici, mais elle se trouve plutôt en bas, là, près de la consommation. D'accord ? Et donc, ce qui fait que tout ce qui est comportement de l'énergie réactive dans les réseaux aujourd'hui est fortement complexifié. Ça devient de plus en plus difficile, si vous voulez, sans rentrer dans le détail, ça devient de plus en plus difficile de prédire comment va se comporter les réactifs. Et donc, par effet corollaire, ça devient de plus en plus difficile de prédire comment va évoluer la tension dans les réseaux électriques d'aujourd'hui. Et donc, ce que notre gestionnaire de réseau de transport doit faire, c'est essayer de quantifier les nouveaux investissements qu'il va avoir besoin de faire en nouveaux moyens de réglage de l'énergie réactive. Et ça, il a besoin de le faire, parce que vaut mieux qu'il le fasse mieux, parce que s'il le fait mal et qu'il surinvestit, c'est vous qui allez le payer. Donc c'est vous et moi qui allez le payer. Donc c'est un monopole régulé. Donc vaut mieux que ça soit bien fait. Donc il a besoin d'outils qui lui permettent de comprendre comment va se comporter l'énergie réactive à différents horizons temporels. Et c'est là que le machine learning, de nouveau, peut intervenir. Et donc ça, c'est un projet qu'on a avec eux pour l'instant, qui essaye de faire de nouveau de la prédiction, mais plutôt à moyen terme. Donc on n'est plus dans de la régression pure ici. Enfin, ça, je vais passer les détails juste pour vous donner un exemple. Mais qui essaye de prédire à moyen terme comment va se comporter la puissance réactive en fonction d'autres
d'autres variables explicatives, donc d'autres features, comme on dit en machine learning, telles que la puissance active, la production solaire, la production de vent, etc., etc. Alors là, le genre d'application le genre d'algorithme qu'on utilise pour faire ceci relève de ce qu'on appelle le regression clustering. Donc c'est un mix, c'est un mélange, si vous voulez, de modèles régressifs purs dont je vous parlais il y a quelques minutes. On essaye d'expliquer un nuage de points par une courbe. Bon, c'est ça la régression. Cette courbe peut être plus ou moins compliquée selon ce qu'on essaye d'apprendre et selon ce qui se cache dans les données. Mais l'idée ici, c'est d'essayer de diviser le nuage de points qu'on a à disposition. Donc on essaye d'expliquer la structure inhérente présente dans les données. Donc il y a du clustering. Et pour chaque paquet ainsi identifié, on fait de la régression. Donc c'est une approche qui mélange un petit peu, si vous voulez, à la fois de la régression et du clustering. Et c'est typiquement le genre d'application qui intéresse, par exemple, le gestionnaire de réseau de transport aujourd'hui. OK ? Alors peut-être encore juste un mot. Je vais passer la partie reinforcement learning, apprentissage par renforcement, parce que je le mets pour mémoire, ce n'est pas ma spécialité, mais je vous invite à aller consulter les références que je mets ici pour votre information si vous intéresse. Et je vais peut-être me focaliser sur une dernière application de quelques minutes avant de clore mon exposé. Un autre pan, comme je vous en ai déjà brièvement parlé tout à l'heure, un autre pan des réseaux électriques, en tout cas de ce qu'on essaye de faire dans les réseaux électriques pour l'instant, pour lequel le machine learning peut nous apporter quelque chose, c'est celui dont je vous parlais tout à l'heure, des bases de données imparfaites. Parce qu'on a parlé déjà assez rapidement de différents types de modèles, des modèles de régression, des modèles de clustering, ce genre de choses. Et ces modèles-là, ces algorithmes-là, si vous voulez, les algorithmes qui permettent d'identifier ces modèles, ils partent d'une hypothèse qui est la suivante, qui dit que, si vous voulez, le dataset, donc les données que vous avez à l'entrée, elles sont parfaites. Donc il n'y a pas de trou, tous les vecteurs que vous avez dedans, ils ont la même taille, etc. etc. Et ce qu'on se propose de faire ici, et qui est en train d'avoir de plus en plus de succès dans la littérature, c'est utiliser les systèmes de recommandation pour essayer de boucher les trous, si vous voulez, dans ces bases de données imparfaites. Alors, pourquoi des bases de données imparfaites, vous allez me dire? Le réseau électrique, c'est jamais qu'un système physique. Il y a des capteurs dans le système physique qui essayent d'en augmenter l'observabilité, mais ces capteurs-là, ils peuvent avoir des défauts. Donc, ils ne fonctionnent pas toujours de manière parfaite à 100% du temps. Et dans ce cas-là, quand ils ont des défauts, ils peuvent créer des trous. Donc, ça peut créer des trous, tout simplement, dans les bases de données avec lesquelles vous jouez. Première chose. Et également, ça n'est pas forcément à cause uniquement des capteurs, mais à cause de comportements humains. On peut assister également à des données qui sont erronées. Ouais, là j'ai été un petit peu vite en parlant de données erronées, mais enfin bon, soit en associant données erronées et outliers. En tout cas, de par les défauts dans les capteurs, on peut avoir des données erronées, ça c'est une chose. Et de par des défauts dans les capteurs et ou des comportements aberrants au niveau du consommateur, du système du consommateur qui nous intéresse, on peut avoir des données aberrantes qu'on appelle outliers. Et dans ce contexte-là, ce qu'on fait souvent, une stratégie qu'on voit souvent dans la littérature, c'est dès que vous avez une ligne qui n'est pas parfaite, donc une ligne dans laquelle il y a un trou ou qui n'a pas forcément la même taille que les autres, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on laisse tomber les données. On dit, OK, cette ligne-là, on la laisse tomber. Et c'est une stratégie comme une autre. Tout ce qu'on propose ici de faire, et le message que je veux faire passer ici, c'est que dans ces cas-là, plutôt que de laisser tomber le vecteur complet pour lequel il y a des trous, les systèmes de recommandation peuvent aider dans ce cas-là. Alors, je vais juste me focaliser là-dessus. Au niveau des systèmes de recommandation, je ne sais pas si vous connaissez ce qu'est un système de recommandation. Ça a été popularisé par exemple par le problème de Netflix. Je crois que vous connaissez tous Netflix. Où l'idée d'un système de recommandation, c'est plutôt utilisé dans le domaine du marketing, où sur base de certaines préférences que les utilisateurs ont sur certains items donnés, donc sur certains objets donnés, et sur base, par exemple, des préférences d'autres utilisateurs, l'idée d'un système de recommandation, c'est de vous fournir des recommandations pour des objets que vous aimeriez. Donc ça a vocation, par exemple, marketing. Typiquement, pour le cas Netflix, vous avez vu toute une série de films, et l'idée d'un système de recommandation, d'un moteur de système de recommandation, c'est d'essayer de vous fournir des recommandations d'autres films que vous pourriez aimer, par exemple. Et ça peut se formaliser de différentes manières. Une formulation typique de ce genre de problème, c'est une formulation qui est plutôt matricielle, où là vous voyez où les utilisateurs sont arrangés selon des lignes et les objets selon les colonnes.
Et vous voyez par exemple dans ce cas-ci qu'Alice a vu le film numéro 1, elle lui a mis 4 sur 5, elle n'a pas vu le film numéro 2, elle a vu le film numéro 3, elle lui a mis 5 sur 5. Même chose pour Bob, même chose pour Oscar. Et l'idée des systèmes de recommandation, si vous voulez, c'est d'essayer, c'est de fournir un algorithme, des techniques qui permettent de remplir ces points d'interrogation ici. Okay, et donc vous voyez, à mon avis, certainement où je veux en venir. Le postulat qu'on fait ici, c'est que ce genre de problème, le recouvrement des systèmes de recommandation, se rapproche très fortement du cas des bases de données incomplètes dont je vous parlais tout à l'heure, hein, dans les systèmes électriques. Et ce qu'on veut faire ici, le postulat qu'on pose ici, c'est que l'on peut... Voilà. C'est que l'idée, c'est que ce cas, cette matrice où on a les utilisateurs au niveau des lignes et les films au niveau des colonnes, ça peut être exactement le même dans le cas des systèmes électriques où on a un client, donc un client qui dispose par exemple d'un smart meter, je vous parlais des smart meters tout à l'heure, un client où il a qui dispose d'un smart meter qui mesure les échanges d'énergie avec le réseau au niveau quart horaire. Ce smart meter peut avoir mal fonctionné, hein. Donc par exemple le client 1 qui a son smart meter qui a fonctionné pour toute la journée mais pour un quart d'heure donné, il y a eu un défaut au niveau du capteur, il y a un défaut au niveau du système télécom ou que sais-je. Et on voit clairement, je veux dire, l'équivalence entre le problème Netflix dont je vous parlais tout à l'heure et le problème d'imputation des données manquantes, si vous voulez, dans des datasets d'entraînement propres, par exemple à la régression ou autre chose. Et c'est encore un autre exemple, et c'est le dernier exemple que je vous présenterai aujourd'hui, c'est encore un autre exemple qui montre dans quelle mesure le machine learning peut aider le cas des systèmes électriques, mais je crois que ça c'est un cas qui ne relève pas uniquement du réseau électrique, mais ça peut concerner pas mal d'autres applications. Voilà. Alors je crois que je vais conclure tout doucement mon exposé ici. Donc le message, assez rapidement, le message que je veux vous faire passer ici, c'est que également dans le système électrique, je veux dire, le système électrique peut également tirer quelque chose de la science des données. Hein. Donc je vous parlais en début d'exposé, je vous ai parlé d'un changement de paradigme au niveau de la manière de faire des sciences. Hein. Les sciences plutôt analytiques qui ont tendance, d'un côté les sciences plutôt analytiques et d'un autre côté les sciences plutôt de données. Et je crois qu'au niveau du système électrique, le système électrique, tout en gardant un ancrage fort dans les sciences plutôt analytiques, hein, donc avec des modèles de réseau qui sont basés sur une compréhension physique des phénomènes qui date de plusieurs dizaines d'années, tout en gardant un ancrage fort là-dedans, peut bénéficier de la science des données. Et au niveau de la science des données, les applications qui intéressent, en tout cas au jour d'aujourd'hui, qui concernent le plus le système électrique relèvent du machine learning. Hein. Donc je vous ai donné un exemple, je vous ai montré un exemple d'analyse prédictive qui relève de l'apprentissage supervisé. Je vous ai montré rapidement également un exemple relevant plutôt de l'apprentissage non supervisé. Et je vous ai parlé également des systèmes de recommandation pour essayer par exemple de boucher les trous dans les bases de données imparfaites. Alors, il y a pas mal de choses qui sont encore, à mon sens, vraiment intéressantes à faire, parce que de par l'expérience que l'on a au sein de l'équipe, on se rend compte que même si c'est si ça se justifie énormément d'utiliser ce genre de technique dans notre domaine, on voit quand même une barrière assez importante à l'adoption de ce genre de technique au niveau de l'industrie de notre côté. Pourquoi ? Parce que le feeling que l'industrie électrique a de ces modèles, c'est que ce sont des modèles boîte noire qui ne sont pas forcément toujours compréhensibles. Et je crois que, et je vais juste me focaliser là-dessus, un des messages, je crois, une des directions de recherche futures qui est, à mon sens, je vous disais que je n'étais pas chercheur en intelligence artificielle au début, mais à mon sens, une des directions de recherche qui doivent faire fortement l'objet des chercheurs à l'avenir, ce serait d'essayer de combiner au mieux à la fois des approches qui sont purement data, telles que celles que je vous ai parlé tout à l'heure, et de combiner à la fois des approches modèles, donc pour essayer de comprendre, pour essayer de garder une interprétabilité des différents modèles qui sont identifiés de par le machine learning. Voilà. Écoutez, je vais arrêter ici. Je crois que j'ai déjà été assez long, et donc je suis à votre disposition pour échanger, pour discuter et pour vos questions. Merci.
Bonsoir, merci. Bonsoir. Ma question c'était sur, quand vous avez dit, les prix sont difficiles à déterminer. Alors la question c'est plus au niveau, est-ce que vous avez rajouté des features sociologiques pour pouvoir essayer d'améliorer la détermination des prix? Quelles étaient les limitations? Dans ce cas-là, non. Je veux dire, les features, on n'a pas de features sociologiques tout simplement à disposition pour. Oui, c'était météo essentiellement. C'est le passé, c'est l'historique. C'est les données météo, c'est la production, c'est essentiellement des features plutôt techniques, mais pas sociologiques, qu'on n'avait pas à disposition, tout simplement. Mais peut-être que des gens pourront me corriger dans la salle, mais de par mon expérience, prédire des prix comme ça, prédire des prix à partir d'approches purement data-driven, c'est extrêmement complexe, parce qu'il y a tellement de phénomènes sous-jacents derrière, donc il y a des mécanismes de marché qui sont bien complexes derrière, et c'est quelque chose d'assez compliqué. Pour l'instant, on n'a pas forcément, en tout cas de par mon expérience personnelle, on n'a jamais encore vraiment eu des résultats entièrement satisfaisants. Je veux dire, ok, on va bien fonctionner dans des situations, on va avoir un algorithme qui va bien se comporter dans des situations normales. Par contre, dans des situations de choc, là, l'algorithme va avoir tendance à se planter. Des choses qu'il n'a pas encore vues, il ne va pas l'inventer, quoi. Donc je crois que pour ce genre de prédiction relative au prix de marché, là, c'est mon message en fin de présentation où je disais qu'il faut combiner du data-driven et du model-driven. C'est typiquement, par exemple, pour ce genre de prédiction, c'est vers là qu'on doit aller, à mon sens en tout cas, aller vers de la modélisation plutôt marché, donc multi-agent au niveau des marchés, et combiner ça avec du data-driven, quoi. Merci pour l'exposé. Il y a une certaine latence quand même pour que la production s'adapte à la consommation, j'imagine. Ouais. Ouais. Je me demande comment cette latence est prise en compte dans tous ces calculs-là. La latence, elle n'est pas forcément prise en compte dans l'algorithme de machine learning en tant que tel. C'est plutôt au niveau des algorithmes de prise de décision que si latence il y a à prendre en compte, il faut la prendre en compte. En général, je veux dire, tout ce qui est adaptation de la production, changement de la production pour tout ce qui est par exemple énergie renouvelable, tout ça physiquement c'est fait de par l'électronique de puissance qui ont des constantes de temps qui sont très faibles. Et donc c'est extrêmement rapide au niveau de l'adaptation de la production vis-à-vis de la consommation pour tout ce qui est par exemple renouvelable qui est interfacé au réseau via de l'électronique de puissance. Donc la latence, si elle est présente, elle est plutôt présente à mon sens en tout cas au niveau des systèmes de communication à ce niveau. Et donc là, ça peut se faire via des délais, par exemple, mais qui sont plutôt présents dans les algorithmes de prise de décision que dans le machine learning tel qu'on l'utilise, en tout cas dans le domaine aujourd'hui. Qui là est plutôt là en tant que support, il donne vraiment le message que je veux faire passer là, c'est que le machine learning est là comme support pour la prise de décision, donc il donne, si vous voulez, l'idée c'est vraiment de représenter le mieux possible l'espace de décision qui va être parcouru par les algorithmes de prise de décision ex post en gros. Ce que je me pose, bonsoir. Ce que je me pose comme question, c'est plutôt en niveau évolution des données. En fait, est-ce qu'on a déjà estimé, par exemple, la modification du parc automobile, donc les voitures électriques qui se rechargent le long des routes, par exemple, le long pendant les vacances, etc. Est-ce que ça modifie profondément la distribution du réseau? Est-ce qu'on va devoir faire appel notamment machine learning ou des choses comme ça, ou c'est tout à fait négligeable? Au niveau de l'impact physique, dans un premier temps, dans un premier temps pour répondre à votre question, au niveau de l'impact physique, je crois qu'on peut être déjà capable d'anticiper l'impact que la recharge simultanée de véhicules électriques peut avoir sur le réseau, parce que la clé est justement là. Les gens vont avoir tendance à recharger leur véhicule électrique en même temps, par exemple quand ils arrivent le soir ou ce genre de choses, et c'est ce qui stresse énormément un réseau, c'est la simultanéité des charges. Dans le passé, on avait quand même un facteur de foisonnement assez important qui permettait de dimensionner un réseau à 100, même si la somme des pointes asynchrones est de 200, par exemple. Mais ici, de par la pénétration attendue de plus importante de véhicules électriques, c'est clair que la pointe synchrone va avoir de plus en plus tendance à monter, ce qui fait que clairement, si on arrive vraiment vers une pénétration, la pénétration attendue de véhicules électriques, là, c'est clair que l'impact sur le réseau va être important. Et l'impact, il va se matérialiser par quoi? Tout simplement par des flux d'énergie électrique plus importants, donc des courants, par exemple, plus importants dans les lignes, donc des défauts plus importants. Alors, pour essayer d'anticiper ça,
Je crois que plutôt que de l'anticiper, ce qu'il faudra faire, c'est le contrôler. Donc c'est plutôt essayer d'étaler le plus possible, par exemple pendant la nuit, la charge des véhicules électriques. Et pour pouvoir arriver à ce genre de stratégie, donc pour que ce genre de stratégie soit vraiment fonctionnelle, c'est clair qu'il faudra passer par la collecte de ce genre de données, donc de ce genre de profil, des profils de recharge de l'utilisateur. Et donc clairement. Donc pour résumer, pour répondre à votre question, c'est clair que, à mon sens en tout cas, une pénétration de plus en plus importante des véhicules électriques dans les réseaux domestiques de distribution va avoir un impact fort, pour autant que je veux dire que les incitants fiscaux et gouvernementaux aillent dans ce sens-là. Ça va avoir un impact fort sur le réseau, et le réseau ne pourra pas continuer à être opéré de manière totalement synchrone comme avant. Et c'est clair qu'on commence à avoir de plus en plus des datasets publics qui permettent aux chercheurs, par exemple, de faire des essais, de faire tourner les algorithmes là-dessus. Mais l'accès à ce genre de données est de plus en plus touchy quand même, parce que ce sont des données qui sont confidentielles en général. Donc c'est pas forcément toujours évident d'avoir accès à ce genre de données-là. Et clairement, une stratégie efficace de recharge des véhicules électriques passera, à mon sens également, par une compréhension des profils, des habitudes de recharge des utilisateurs. Oui. Ok. J'ai du mal à m'imaginer dans ces systèmes autonomes de voitures électriques. Donc, par exemple, dans le cas d'une recharge, évidemment, c'est lié avec les batteries aussi, les performances des batteries. Par exemple, dans le cadre de personnes qui se déplacent en vacances, donc tout le monde va se concentrer sur les routes pour recharger. Et donc, je voulais savoir, là, dans ce cas-là, le réseau, il doit être modifié aussi structurellement. À part des parkings immenses où il y a les stations-service, je ne vois pas trop comment les gens vont recharger. Parce qu'il y a la distribution et puis il y a aussi l'espace nécessaire. Et donc, moi, je sais pas. Dans ce cas-là, vous avez raison. Dans ce cas-là, dans le cadre de ces pointes synchrones inévitables, c'est clair que structurellement, le réseau doit être renforcé. Mais plutôt que de le renforcer structurellement pour certaines périodes de l'année, ce qui peut être très coûteux, on peut imaginer des stations. On pourrait avoir des stations de renouvelables on pourrait avoir du renouvelable avec du stockage qui serait prêt, par exemple, sur les bords d'autoroute pour recharger les véhicules. Alors, tout ça doit être le résultat d'un calcul économique, parce que, comme je le disais au début, je veux dire, la fonction de récompense qui intervient dans tous ces systèmes-là, c'est une fonction de type économique. C'est clair que pour ce genre de point de synchrone non évitable, il faudra passer par des modifications structurelles. Et ça, je rejoins votre avis. Bonsoir. Je voudrais revenir sur la question des fluctuations de consommation et de production. Ouais. Surtout au niveau de la production, vous aviez dit une des solutions, c'est par exemple en Espagne, ils ont plus de soleil au long de l'année, nous donner un peu d'énergie. Justement, je suis tombé sur un débat hier dans lequel un scientifique voulait faire ça à l'échelle mondiale. Ouais. Et je voulais avoir votre avis, c'est pas trop utopique? À mon avis, je crois qu'encore une fois, c'est une idée élégante, mais c'est une idée qui doit être payable, encore une fois, à ce niveau-là. Je veux dire, je crois que je vois à quel débat vous faites allusion. Et le scientifique en question proposait, par exemple, si je ne me trompe pas en tout cas, de développer des fermes éoliennes, par exemple au niveau du Groenland, par exemple, et rapatrier l'énergie du Groenland vers l'Europe en cas de besoin. Maintenant, d'un point de vue technique, ça implique de poser plusieurs milliers de kilomètres de câbles sous-marins. Alors là, au niveau technologique, je crois que c'est loin d'être un problème très simple. J'entendais encore récemment Hydro-Québec, je crois, qui hésitait de le faire sur quelques kilomètres, qui n'était pas certain de pouvoir le faire sur quelques kilomètres. Donc, sur plusieurs milliers de kilomètres, je crois que, oui, l'idée est intéressante et séduisante. C'est clair que le but, c'est vraiment d'essayer d'exploiter à la fois au niveau local et au niveau global les granularités et les forces, je veux dire, du renouvelable à l'échelle planétaire. Maintenant, ça doit se faire au niveau, enfin, je veux dire, au niveau économique du terme, ça doit être, parce que tout doit être rentable, mais même au niveau technologique du terme, bon, ça, j'ai pas assez de recul, moi, personnellement, par rapport à ça, mais poser 5000 km de câbles sous-marins, je ne suis pas convaincu que ce soit... Je ne suis pas convaincu, je dois vérifier, personnellement, parce que je ne le sais pas, donc autant être clair tout de suite, mais je ne suis pas convaincu, enfin, je crois qu'il faut être très prudent par rapport à ce genre de projet à l'échelle mondiale. Si c'est possible, ce ne sera pas tout de suite, quoi. Pas demain, en tout cas. Oui. Non, pardon, c'est derrière.
Donc j'ai une question qui est plus relative au couplage entre la prédiction des coûts et de la production-consommation, mais également à la partie maintenance. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui travaillent sur tout ce qui est maintenance prédictive. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a déjà les outils qui existent ou qui sont à l'état de recherche pour coupler les deux types de prédictions avec notamment l'IA? Au niveau du secteur électrique, je crois qu'en effet, la maintenance prédictive est également en train de monter en puissance. Et la connaissance que j'en ai à ce niveau-là, je sais bien que Siemens développe pas mal, communique pas mal à ce sujet-là, et développe une plateforme d'IA, enfin plutôt machine learning, dédiée justement à la maintenance prédictive des assets, donc des équipements électriques, comme par exemple les transformateurs, ce genre de choses. Parce qu'historiquement, un transformateur, pour monitorer l'état de santé d'un transformateur, on travaillait par les relais Buchholz, par exemple. Donc on analysait un petit peu la qualité des huiles, ce genre de choses. Et on essayait d'anticiper les défauts qui pouvaient subvenir à ce niveau-là. Maintenant, de par le boom du data, on peut également augmenter le nombre de features, si vous voulez, pour expliquer les défauts potentiels, essayer de prévenir les défauts potentiels. Donc on peut par exemple passer sur des grandeurs de type tension, de type courant, des grandeurs de type puissance, ce genre de choses. Et on peut également, de plus en plus, là c'est plutôt, en tout cas à ma connaissance, à l'état de recherche, mais utiliser des techniques de maintenance prédictive pour essayer même de monitorer l'état des câbles enterrés, par exemple. Pour essayer donc pour éviter d'ouvrir la chaussée pour vérifier si un câble est sain ou pas, par des techniques de machine learning, qui relèvent du machine learning en tout cas. Et ça, encore une fois, à ma connaissance, c'est plutôt du domaine de la recherche que du domaine de l'applicabilité industrielle. Mais l'idée, par exemple, d'essayer s'il y a une fuite, par exemple une dégradation d'isolant au sein d'un câble qui modifie les grandeurs électriques aux accès du câble, c'est possible d'essayer de diagnostiquer déjà ce défaut, d'essayer de le localiser, ce qui est déjà pas mal, et d'essayer d'éviter en évitant d'ouvrir le trottoir, et pourquoi pas idéalement de l'anticiper. Voilà. Donc oui, pour résumer, oui. Au niveau applicabilité industrielle, je sais que Siemens communique pas mal à ce sujet-là pour le monitoring des assets électriques, donc des équipements électriques. Et au niveau recherche, je sais que ça se fait pas mal, ça se fait de plus en plus au niveau, par exemple, des équipements de distribution, des câbles de distribution et ce genre de choses. On n'a pas parlé beaucoup de stockage, mais bon, la fameuse batterie que Musk a fait en Australie, qui concerne quand même plus de 20 000 habitants, est-ce que c'est une solution pour stabiliser un peu l'éolien et le photovoltaïque ou les centrales solaires? Le stockage, c'est clair. Au niveau fonctionnel, le stockage est une solution pour stabiliser les fluctuations liées aux renouvelables. Et je crois que si on avait un chercheur, un technologue qui était capable d'inventer un moyen de stockage à grande échelle et pas cher, à grande échelle, pas cher et qui ne pollue pas, parce qu'il ne faut pas oublier que les batteries c'est intéressant, mais je veux dire ça se base également sur l'extraction de métaux, il y a de l'acide dans les batteries, donc au niveau environnemental, je crois que c'est quelque chose à mettre en balance aussi. Je crois que au niveau fonctionnel, si un technologue arrive à produire un système de stockage à grande échelle qui respecte ces critères-là, ça va solutionner pas mal de problèmes. Maintenant, j'ai déjà donné un élément de réponse dans ce que je disais. Les batteries, oui, pourquoi pas, mais il ne faut pas oublier que les batteries ont un coût environnemental aussi. Je veux dire, si on commence à avoir des batteries au niveau domestique, si on commence à avoir des batteries dans chaque véhicule, il faut les produire, ces batteries, il faut les recycler, et c'est un coût environnemental qu'il ne faut pas négliger, qu'il faut quantifier. Donc, idéalement, je veux dire, une des solutions les plus pertinentes, les plus élégantes, je vais dire, même si elle nécessite pas mal de coûts de génie civil et qu'elle a un impact environnemental également, c'est l'hydro, mais l'hydro, il n'y en a pas partout. Comme je disais tout à l'heure, le stockage hydroélectrique, on n'a qu'une centrale en Belgique qui est celle de Caux. La Scandinavie, il y a pas mal de ressources au niveau hydroélectrique, le Canada, la Suisse, mais malheureusement, il n'y en a pas partout. Et donc, ça va peut-être dans le sens d'un réseau global interconnecté à ce niveau-là. Donc, pour faire écho à la question de monsieur dans le fond. Donc, le fait que également les moyens de stockage qu'on ne soit pas tous égaux devant le stockage, comme on dit partout dans le monde, cette considération-là va peut-être également dans le sens d'un réseau global interconnecté. Justement, pour rebondir là-dessus, il n'existe pas des systèmes de stockage hydraulique, mais locaux? Hydrauliques locaux. Comme le truc de la cascade de Caux,
Mais en local, En plus local? oui. Oh, certainement. Enfin, j'ai pas connaissance d'un système à plus petite échelle, comme vous le mentionnez. Enfin, ça me reviendra peut-être en élaborant le cours de ma réponse. Mais ça me fait penser, cette question-là me permet de rebondir sur un projet de recherche qui vient de se terminer, qui est le projet Smart Water, qui a été piloté par Multitel, qui est un centre de recherche associé à Lumons et pour lequel notre équipe a collaboré, où l'idée, c'était de faire du stockage hydro à échelle plus locale. Donc notre idée à ce niveau-là, c'était de voir, on vit dans une région qui est assez riche en termes de bassins miniers, ce genre de choses, de sites carriers, qui sont plus forcément exploités. Et l'idée du projet, c'était de voir si ces anciens sites miniers ou carriers pouvaient être réhabilités justement en stations de stockage hydroélectrique de petite à moyenne puissance. Alors je dis à moyenne puissance, c'est quelques mégawatts, c'est pas, enfin quelques dizaines de mégawatts quand même, sur les sites qui étaient envisagés, si je ne me trompe pas. Et donc de manière à réhabiliter d'anciens sites qui ne sont plus utilisés aujourd'hui, à bypasser toute une série des capex, donc toute une série des coûts d'investissement, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, l'hydro, ça a des coûts de génie civil qui sont quand même assez importants, donc il faut bien planifier ça. Et donc, oui, je veux dire, le stockage hydroélectrique à échelle plus locale fait l'objet d'attention également au sein de la communauté. Malheureusement, la conclusion qu'on avait eue, en tout cas nous, quand on a terminé ce projet, qui est un projet qui est terminé l'an passé, je crois, c'est que c'est intéressant, mais malheureusement, c'est pas rentable pour un acteur. Aujourd'hui, en tout cas, selon les régulations actuelles, ce genre de stockage à petite échelle n'est pas vraiment rentable, même quand on soit en vision standalone ou en vision portefeuille. Je parlais de portefeuille de fournisseurs tout à l'heure. Même un fournisseur qui opérerait ce genre de petite station de stockage dans son portefeuille, c'était pas super intéressant pour lui, trop petit, de par la régulation, parce que comme ce sont des stations de stockage qui sont connectées en distribution, pas en transport, elles ont des règles particulières, c'est propre à la régulation, elles doivent payer des taxes à la fois à l'injection et à la fois à la consommation, ce qui mettait par terre, par exemple, le business model propre aux stations de pompage-turbinage local, quoi. Et donc, pourquoi pas, si la régulation évolue, ce genre de station pourrait à échelle plus locale, pourrait apporter sa pierre à l'édifice. Maintenant, je ne crois pas que la solution viendra d'une seule technologie. On le saurait déjà. Si ça venait d'une seule approche, on le saurait déjà. Je crois que ça vient d'un modèle intégré qui regroupe un petit peu les avantages de chaque approche, de chaque technologie.